Une fillette disparaît en Alaska. Que s'est-il passé? Les enquêteurs hésitent entre attaque d'ours et enlèvement. Une fibre textile, une particule d'acier et un fragment de peinture jaune incitent les policiers à privilégier la piste de l'enlèvement, mais des doutes subsistent. Quelques semaines à peine avant de comparaître à un procès criminel et d'apporter son témoignage, une brillante chercheuse est assassinée. En l'absence de preuves, les soupçons vont s'accumuler pendant 15 ans. Comble d'ironie, ce sont les recherches que la victime avait elle-même menées qui permettront de piéger son meurtrier. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ces deux affaires inédites des enquêtes impossibles. En Alaska, une fillette de 11 ans part se promener en compagnie d'une camarade. Cette dernière fait une chute et se blesse légèrement. Elle rentre chez elle se faire soigner après avoir demandé à son ami de l'attendre. À cet instant précis, son destin bascule. En 1991, en Alaska, alors que l'été touche à sa fin, les enfants de la petite ville de Taslina profitent des derniers beaux jours. La rentrée des classes approche et bientôt l'hiver s'abattra sur l'Alaska. La famille Lemaire mène une vie paisible, partageant son temps entre la pêche, la chasse et les balades en quad. Leur fille aînée s'appelle Mandy, elle a 11 ans. Mandy, c'était un garçon manqué et une vraie petite fille à la fois. Elle était aussi à l'aise dans une robe lors des grandes occasions que dans une paire de bottes pour aller pêcher dans la rivière. La ville de Taslina ne compte que 241 habitants. Les maisons sont espacées les unes par rapport aux autres et il n'est pas rare que Mandy et sa meilleure amie April doivent marcher 1 ou 2 kilomètres pour rejoindre leurs camarades de jeu. Et c'est le cas le 22 août 1991. Mandy et moi sommes partis. On avait déjà avancé un peu. La banane que je portais était plutôt lourde. J'ai trébuché, je me suis écorché le genou. Je suis revenue au magasin pour me faire soigner. Mandy devait m'attendre. Mais Mandy finit sans doute par s'impatienter. J'ai couru pour rejoindre Mandy, mais elle n'était plus là. Comme elle était du genre farceuse, on pensait qu'elle s'était cachée et qu'elle voulait nous faire peur. Mais elle n'est jamais réapparue. 2 heures plus tard, le père de Mandy appelle la police. En quelques heures, 75 amis et voisins se mobilisent pour distribuer des tracts et fouiller la forêt environnante à pied et aussi depuis les airs. Je savais qu'il s'était passé quelque chose. Il était impensable qu'elle se soit perdue. L'agent Jim McCann n'hésite pas à faire 5 heures de route depuis Fairbanks pour participer aux recherches. J'avais le sentiment que la fillette ne s'était pas faite attaquer par un grizzly et qu'elle ne s'était pas non plus perdue dans les bois, en tout cas, d'après ce que j'avais lu dans les journaux et d'après ce qu'on m'avait raconté par téléphone. C'est l'affiche qu'ils ont préparée quand ils ont découvert que Mandy avait disparu. Avis de recherche, Mandy Lemaire, blonde, longs cheveux raides, 1,50 m, entre 47 et 50 kg, 11 ans. J'ai ajouté « c'est ma meilleure amie ». Les recherches durent plusieurs jours. On fait venir des chiens, mais ceux-ci ne retrouvent pas la trace de Mandy. Je n'avais jamais vu une telle mobilisation, une telle solidarité, c'était incroyable. Tous les habitants de la vallée s'étaient mobilisés. Malheureusement, après 10 jours de recherche, le corps de Mandy finit par être retrouvé. La fillette a été tuée par balle. On l'a retrouvée à environ 1,5 km de son domicile, au bord d'une route isolée, dans un autre quartier. Son corps gisait près de la route qui mène à la rivière. À moins d'avoir traversé pareille épreuve, il est impossible de s'imaginer ce que c'est. Et je ne peux pas le décrire non plus. À l'époque, ma femme n'a pas supporté.
Quelles que soient les circonstances, on se sent toujours coupable. Et ça, c'est terrible. Si je n'avais pas trébuché, que serait-il arrivé? Je me souviens en avoir parlé à ma mère. Que serait-il arrivé si je n'avais pas trébuché? Quelques jours avant la découverte du corps de Mandy, de fortes pluies s'abattent sur la région, faisant disparaître les éventuelles preuves, ainsi que les éventuelles empreintes de pas et traces de pneus. Il était évident que Mandy n'était pas morte tout de suite et qu'elle avait essayé de s'enfuir. On a retrouvé de la terre sous ses petits ongles cassés. En l'espace de quelques minutes, la petite Mandy Lemaire s'est volatilisée. Elle a disparu le temps que sa camarade rentre chez elle se faire soigner une égratignure. Que s'est-il passé durant ce court laps de temps? Le corps de la fillette est autopsié. En plus d'une agression sexuelle, l'examen révèle que 2 balles de carabine de calibre 22 l'ont frappé à bout portant. Alors le prédateur appartient-il à la communauté? Ou s'agit-il d'un prédateur extérieur au village? Lors de l'enquête, un informateur indique à la police que David De Forest, un ouvrier du bâtiment, s'intéresse de très près à l'affaire et n'a de cesse d'en parler avec ses collègues. 20 ans plus tôt, David De Forest avait déjà été condamné pour vol de voiture dans l'État de New York et il semble encore connaître quelques démêlés avec la justice. Il avait quitté l'État, il avait eu des problèmes et il était aussi suspecté de meurtre dans un autre État. David De Forest nie toute implication dans le meurtre de Mandy. Son employeur confirme d'ailleurs sa présence au travail le jour de la disparition de la fillette. Il n'est donc pas suspecté. Il détient en revanche de précieuses informations. Il déclare avoir aperçu Charlie Smith Hart, un habitant du coin, au volant de sa camionnette sur la route même où Mandy a été vue pour la dernière fois. Les enfants du coin l'aimaient bien, ils avaient l'habitude de venir le trouver dans son atelier pour qu'il répare leur vélo. Il leur donnait des bonbons, bref, son cas nous intéressait. Sidérurgiste à la retraite de 61 ans et 2 fois divorcé, Charlie Smith Hart vit dans un atelier de fortune situé derrière la maison de sa mère. Et il se trouve qu'il a participé aux recherches pour retrouver Mandy. Il n'a jamais inscrit son nom sur les listes à la caserne pour signaler qu'il faisait partie des équipes de recherche. Il se rendait sur les lieux, traînait un peu, puis s'en allait. Ça nous a paru étrange. Cependant, Charlie Smith Hart nie sa présence sur les lieux du crime le jour de la disparition de Mandy et déclare avoir un alibi. Il prétend qu'il regardait la télévision avec sa mère, un alibi confirmé par celle-ci. God knows he didn't do it. And the person who committed this crime knows that Charles didn't do it. Dans une petite ville comme Tazlina, vérifier un alibi est plus facile que dans une grande ville, et très vite les enquêteurs trouvent une première faille. Ils découvrent que la mère de Charlie Smith Hart, Lucy, faisait ses courses à l'épicerie du coin le jour même de la disparition de Mandy et qu'elle a réglé ses achats par chèque. La date et l'heure sur le ticket coïncidaient. Il était 15h17. À l'heure où Lucy avait déclaré être chez elle avec son fils. Elle ne l'était pas en fait. Elle faisait des courses à l'épicerie. Tout à coup, l'alibi de Charlie ne tenait plus. Sa mère était à l'épicerie à 15h17 et non chez elle, comme le déclarait Charlie. Il n'avait donc plus d'alibi au moment de la disparition de Mandy. À plus de 300 km de là, à Anchorage, les enquêteurs utilisent un ruban adhésif pour rassembler les éventuels indices semés par le tueur. La moindre petite particule reste collée au ruban adhésif, mais l'adhésif permet de la retirer facilement pour qu'elle puisse ensuite être analysée. Les enquêteurs remarquent alors ce qui constitue peut-être leur premier indice. Nous nous sommes regardés et j'ai dit, « Vous avez vu? Il y a quelque chose qui brille, regardez !» Alors, on a continué de chercher. Les sphères ainsi trouvées ne sont pas plus larges qu'une tête d'épingle. Observées au microscope optique, elles ressemblent à du métal.
Les enquêteurs trouvent aussi plusieurs fibres rouges et bleues, ainsi qu'un fragment de peinture jaune. Ces indices microscopiques suffiront-ils pour conduire les enquêteurs jusqu'au meurtrier? L'analyse des débris métalliques s'apparente aujourd'hui à une science presque exacte. Des appareils comme le chromatographe gazeux, généralement associé à un spectromètre de masse, permettent de déterminer la composition de minuscules fragments recueillis sur une scène de crime. Des résultats spectaculaires ont été obtenus grâce à ces techniques. Je me souviens par exemple d'une affaire étonnante. Pour se débarrasser d'un rival, un meurtrier avait placé une bombe sous le châssis de sa voiture. L'engin infernal explosa et le conducteur fut tué. En analysant des granules en plastique de la taille d'un grain de sable éparpillés sur le lieu de l'explosion, des enquêteurs étaient parvenus à retrouver l'origine du lot de dynamite ayant servi à l'attentat et à remonter donc la piste du tueur. Dans notre affaire, les fibres rouges et bleues et le fragment de peinture permettront-ils de lier le meurtre de Mandy à la présence de Charlie Smith-Hart sur les lieux du crime? Il s'agissait d'une fillette de 11 ans à qui on avait sauvagement ôté la vie, qui avait été brutalement assassinée et dont on avait lâchement abandonné le corps au fond des bois. Ça n'a pas été facile pour tous ceux qui ont travaillé sur cette enquête, y compris pour moi. Dans les semaines qui suivent le meurtre de Mandy Lemaire, les enquêteurs tiennent une piste sérieuse. Un témoin déclare avoir vu Charlie Smith-Hart non loin de la maison de Mandy le jour de son enlèvement. Par ailleurs, des jeunes filles apportent un témoignage encore plus accablant. Dans les semaines précédant la disparition de Mandy, des témoins ont dit avoir vu Charlie Smith-Hart, un homme d'une soixantaine d'années, inviter des fillettes qui ressemblaient comme deux gouttes d'eau à Mandy Lemaire à monter dans sa voiture. La ressemblance était étonnante, à tel point que la mère de l'une des fillettes en question, en voyant l'avis de recherche de Mandy dans le journal, avait cru voir le portrait de sa propre fille. Munis d'un mandat de perquisition, les enquêteurs saisissent la camionnette de Smith-Hart pour y effectuer des analyses médico-légales. Au moyen d'un ruban adhésif, les enquêteurs prélèvent des particules microscopiques à l'intérieur de la camionnette. Pendant l'interrogatoire de Smith-Hart, un nouvel élément attire l'attention des enquêteurs. Je ne pouvais pas quitter sa chemise des yeux. Elle était pleine de petits fragments étincelants. Alors, j'ai fini par lui demander « C'est quoi ces petits trucs qui brillent sur votre chemise ?» Et il a répondu « Je sais pas, du cuivre, de l'aluminium, je polis plein de trucs. » Cet indice mène les enquêteurs tout droit à l'atelier situé derrière la maison de la mère de Smith-Hart. Ils y prélèvent des échantillons de peinture, des cheveux, des fibres et tous les fragments métalliques qu'ils y trouvent. Ils saisissent également quelques-uns des bleus de travail de Smith-Hart. Toutes ces preuves sont envoyées à Chicago, dans l'Illinois, à Skip Palahniuk, un microscopiste médico-légal. Palahniuk commence par examiner le petit fragment de peinture jaune découvert sur les vêtements de Mandy. Avec la spectroscopie à rayon X, il remarque quelque chose d'inhabituel. Des fragments composés d'une seule couche de peinture laquée et de différentes couleurs. C'est assez rare. Les vélos des enfants sont justement peints avec une peinture laquée monocouche. Parmi les échantillons prélevés dans l'atelier de Smith-Hart, Palahniuk découvre un fragment de peinture composé des mêmes éléments et des mêmes polymères que celui trouvé sur les vêtements de Mandy. Le fragment de peinture pris sur les vêtements de Mandy était, dans tous les aspects mesurables, identique à l'un des fragments de peinture jaune prélevés dans l'atelier de Smith-Hart. Palahniuk se penche ensuite sur les fibres rouges et bleues. Une fois encore, il découvre qu'elles ont une particularité. La section transversale de ces fibres était peu ordinaire et elles étaient très fragiles. Leur fragilité s'explique par leur état de dégradation avancée. Ces fibres sont de forme triangulaire ou trilobée. À l'aide d'un spectromètre infrarouge,
Palahniuk découvre qu'elle se compose de polypropylène, une matière synthétique utilisée par la société de fabrication de moquettes Philips. Palahniuk analyse ensuite les fibres prélevées dans la camionnette de Smith Hart et sur ses vêtements. Nous avons trouvé exactement le même type de fibres chez Smith Hart. Non seulement elles ont la même forme de section transversale et la même taille, mais elles ont été colorées avec les mêmes pigments. Tout concorde. Les fibres découvertes dans la camionnette de Smith Hart proviennent du même fabricant et présentent le même degré de dégradation que celles trouvées sur les vêtements de Mendy. Enfin, Palahniuk s'intéresse au plus particulier de tous ces indices, les nombreuses sphères métalliques découvertes sur les vêtements et la peau de Mendy. L'analyse au microscope à balayage électronique permet d'affirmer que ces sphères sont faites d'acier au carbone. De par son expérience, Palahniuk sait précisément d'où proviennent ces petites sphères métalliques. Quand on utilise un outil coupant à grande vitesse pour couper de l'acier, on produit ce genre de particules métalliques. Et elles sont amenées à si haute température qu'elles fondent, d'où cette forme sphérique. Les sphères métalliques découvertes sur Mendy sont ensuite comparées aux fragments métalliques trouvés dans la camionnette de Smith Hart. Il ne faisait aucun doute que les particules prélevées sur le corps de Mendy provenaient de l'atelier de M. Smith Hart. Après les avoir toutes étudiées de près, il était tout à fait impossible qu'elles ne proviennent pas du même endroit et qu'elles aient été réunies là par le hasard. Les indices sont révélateurs. Les particules métalliques recueillies sur les vêtements de la fillette assassinée sont identiques à celles retrouvées dans l'atelier et la camionnette de Charlie Smith Hart. Les enquêteurs ont enfin le sentiment de toucher au but, mais afin d'étayer leur dossier avant de procéder à l'arrestation du suspect, ils préfèrent en apprendre davantage sur son passé. C'est pourquoi 2 d'entre eux se rendent en Californie pour rencontrer l'une de ses filles. Et ce qu'ils découvrent leur glace le sang. Ils font alors une découverte saisissante. Mendy Lemaire n'était pas sa première victime. Nous avons marché pendant quelques heures devant chez elle avant que je ne réussisse à gagner sa confiance. Et c'est les larmes aux yeux qu'elle m'a enfin avoué que son père avait commencé à l'agresser sexuellement alors qu'elle avait 11 ans. Bizarrement, l'âge qu'avait Mendy Lemaire lorsqu'elle a été assassinée. Ses sœurs avaient elles aussi été victimes des mêmes sévices. Après 3 mois d'enquête, Charlie Smith Hart est arrêté pour enlèvement, agression sexuelle et meurtre sur la personne de Mendy Lemaire. C'est la fin d'une longue attente pour la famille de Mendy. Je voulais faire justice moi-même. Ce n'est pas l'envie qui me manquait, inutile de le nier. Mais j'ai fini par réaliser que ce serait bien trop difficile à expliquer à mes 2 garçons. De nombreux habitants de Tazlina ne peuvent se résoudre à croire qu'un de leurs voisins ait pu commettre un crime si monstrueux. La population de Tazlina était divisée en 2 camps dans cette affaire, les Amérindiens et les Blancs. Mendy était blanche et Charlie indien. Il y avait donc un grand clivage. La communauté blanche était persuadée que Charlie était impliqué, tandis que la communauté amérindienne soutenait le contraire. Le procès de Charlie Smith Hart commence en 1993, 2 ans après le meurtre de la fillette. Chaque jour du procès, les parents de Mendy et leurs 2 fils sont assis au premier rang. Smith Hart ne cesse de clamer son innocence. Mr. Smith Hart, I'm going to have you removed from the courtroom. I don't want to do that. Throw me in jail. I've been in there for 20 months, falsely arrested for a crime I did not commit. Les procureurs affirment que les sphères trouvées sur la chemise de Smith Hart ont été formées à partir de l'acier en fusion provenant de son propre atelier. Smith Hart portait cette même chemise lorsque sa route a croisé celle de Mendy, qui allait voir ses amis. On ignore si Mendy est monté de son plein gré dans la camionnette de Smith Hart
ou s'il a dû l'emmener de force. Suite à l'expertise médico-légale, on sait que les sphères métalliques sur les vêtements de Smith Hart se sont déposées sur le siège de sa camionnette pour ensuite s'accrocher aux vêtements de Mandy lors de son enlèvement. On a aussi trouvé dans la camionnette et sur Mandy les mêmes fibres synthétiques bleues et rouges de forme trilobée utilisées pour la fabrication de moquettes. Un éclat de peinture laquée jaune provenant de l'atelier de Smith Hart avait également été trouvé sur Mandy Lemaire. Après 2 semaines passées dans la forêt et malgré de fortes pluies, les preuves matérielles pouvaient encore parler. On n'a jamais retrouvé l'arme du crime. Les procureurs pensent que Smith Hart s'en serait débarrassé dans la rivière de Tazlina. Type of killer will do this again. And hopefully I'll still be locked up. And then, what are you people going to say? If it happens, my way of thinking, you're an accessory to him, you're an accessory to him, and the troopers that investigated this case, because I know I'm innocent. Lors du procès, le témoignage de Skip Palahniuk fait pencher la balance. Mon rôle consiste à faire état de mes découvertes scientifiques et à les défendre. Je ne suis du côté de personne, j'argumente juste mon point de vue. C'est ce que j'ai fait au tribunal, et je crois que j'ai réussi à donner une base à la réflexion des jurés et à leur verdict. J'ai trouvé leurs explications très claires. J'ai demandé à mon fils aîné s'il avait tout compris, et tout était clair. Ça devait donc être à la portée des adultes. Charles Smith Hart est reconnu coupable de meurtre, d'enlèvement et d'agression sexuelle, et il est condamné à 114 années de prison. Monsieur le maire m'a présenté son fils. Le petit s'intéressait beaucoup aux sciences médico-légales. Ce jour-là, il m'a donné un dessin qu'il avait fait représentant la salle d'audience et sur lequel était écrit « Merci d'avoir aidé à arrêter l'assassin de ma sœur ». J'ai été très touché par ce geste. À Tazlina, tous les habitants se sont sentis concernés par cette affaire, chacun à leur façon. Je vis dans la maison où habitait la famille de Mandy. Son souvenir me hante. Même les odeurs me rappellent des choses. Mon fils dort dans son ancienne chambre. Sur la fenêtre, il y a un autocollant qu'on avait mis là ensemble, Mandy et moi. Il y a des gens qui disent qu'on devrait tourner la page, mais on ne peut pas. J'ai traversé une épreuve horrible. Et depuis, le cauchemar continue. Le jour où Mandy aurait dû recevoir son diplôme, par exemple. D'ailleurs, pendant longtemps, je n'ai pas pu assister à ce genre de cérémonie. Et plusieurs années après, quand les amis de l'âge de Mandy se sont mariés, je n'ai pas pu me rendre à leur mariage. Ça me poursuivra toute ma vie. Elle n'est plus là. J'aurais aimé vivre tous ces moments-là avec elle. 6 ans plus tard, la Cour suprême d'Alaska annule la condamnation de Smith Hart sur le motif que certaines preuves que la défense avait voulu présenter avaient été réfutées. Tandis qu'il attend la réouverture de son procès, Smith Hart décède d'un cancer des poumons dans une prison d'Alaska. Après la justice des hommes, c'est donc celle de Dieu qui a réglé le sort du violeur et de l'assassin de la petite Mandy. Dans cette affaire, les enquêteurs ont bénéficié du fait que le village dans lequel s'était déroulé le drame ne comptait que quelques centaines d'habitants et que tout le monde se connaissait. C'est rarement le cas et quantité de crimes, hélas, restent impunis. Frustré par ces échecs et pour inciter la population à collaborer davantage avec la police, Greg Magalise, un inspecteur canadien installé au Nouveau-Mexique, avait imaginé en 1976 le programme Échec au crime et protection des informateurs. Il consiste à associer médias et citoyens pour lutter contre le crime et la délinquance. En échange de l'anonymat, d'une compensation financière et d'une protection, la police recueille auprès du public des renseignements susceptibles de faire progresser leur enquête. Ce concept a connu un succès très rapide. Il existe aujourd'hui 900 programmes échecs au crime dans le monde. Dans l'Ontario, au Canada, ils ont permis depuis 1984 l'arrestation de 63 000 personnes
et la mise sous séquestre de 780 millions de dollars récupérés sous forme de biens volés et de saisies de stupéfiants. En France, bien que certains élus souhaiteraient le mettre en vigueur, ce type de pratique, qui peut s'apparenter à de la délation, est interdit par la loi. L'affaire que je vais vous raconter maintenant est à bien des égards extraordinaire. Car sans le savoir, la victime d'un crime a conçu l'outil scientifique qui, 13 ans après sa mort, permettra aux policiers de confondre et d'arrêter son meurtrier. Lorsqu'on interroge les amis et les collègues d'Helena Greenwood, on entend les mots brillante, calme, honnête et travailleuse. Helena a obtenu un doctorat en microbiologie et travaille comme cadre dans l'industrie de la biotechnologie. Non seulement c'était une scientifique formidable, mais elle était aussi douée pour le commerce. Il est rare de trouver deux facettes aussi différentes chez une même personne. Helena était avant-gardiste, surtout en ce qui concerne la technologie. Mais elle savait aussi que ce n'est pas la technologie qui fait vendre un produit. En réalité, c'est le besoin. S'il y a un besoin, alors c'est qu'un produit est nécessaire. Helena et son mari Roger, paysagiste de profession, habitent à Atherton. Une petite ville calme près de San Francisco. Notre histoire commence un samedi soir d'avril 1984, alors que Roger a quitté la ville pour un voyage d'affaires. Au beau milieu de la nuit, un homme pénètre soudain dans la chambre d'Helena et menace de la tuer. L'inconnu l'agresse sexuellement puis la dévalise avant de prendre la fuite. Le docteur Greenwood a décrit son agresseur comme étant assez grand et élancé, athlétique et typé, peut-être noir ou hispanique, avec un teint olive. Elle n'a pas pu voir son visage parce qu'il portait un pull vert à capuche remonté de façon à ce qu'on ne voit que ses yeux. L'agresseur est entré dans la maison par une fenêtre de la cuisine. Mais c'est une amie d'Helena qui va découvrir une preuve clé à côté de laquelle la police est passée. Dehors, sur la terrasse, près de la fenêtre de la cuisine, se trouve une théière appartenant à Helena. Heureusement, l'amie a la présence d'esprit de ne pas y toucher. La théière a été emportée comme preuve et envoyée au laboratoire médico-légal où on a prélevé les empreintes. Imaginez la théière. Il y avait 3 empreintes de doigts dans cette position, comme si quelqu'un avait ramassé la théière sur le rebord de la fenêtre et l'avait posée sur la terrasse. Helena dit à la police qu'elle a fait du thé avant d'aller se coucher et qu'elle a posé la théière sur le rebord de la fenêtre. Il semble que l'agresseur l'ait déplacée avant de se glisser par cette même fenêtre. Malheureusement, les empreintes ne correspondent à aucune de celles enregistrées par les services de police. Sans autre piste, l'affaire reste non élucidée jusqu'à l'année suivante. Un homme a été arrêté alors qu'il s'exhibait devant une petite fille de 12 ans devant un appartement à Belmont en Californie. Le suspect s'appelait David Paul Frediani. Belmont n'est qu'à 11 km de chez Helena. Le suspect, David Paul Frediani, est un comptable de 42 ans qui n'a jamais été arrêté. Comme Frediani ressemble à l'homme qu'Helena a décrit, la police compare ses empreintes avec celles relevées sur la théière. Elles correspondent. Je lui ai posé la question. Il avait nié toute implication dans l'agression sexuelle de Madame Greenwood. Je me souviens lui avoir demandé « Vous n'avez jamais agressé cette femme ?» Et il a répondu « Non, jamais ». Ils lui ont ensuite dit « Nous avons vos empreintes ». À ce moment-là, d'après l'inspecteur Chaput, Frediani a pris une profonde inspiration et s'est mis à trembler. Il pouvait même voir sa poitrine se soulever. Puis il a déclaré quelque chose du style « J'étais vraiment saoul quand j'ai fait ces choses ». Ensuite, il a demandé à un avocat et a refusé de parler.
Lors de l'audience préliminaire, où Elena et Frediani étaient tous deux présents, on lui a demandé si elle pouvait l'identifier. Mais elle n'a pas pu être affirmative. Et c'est de là qu'est né le plus grand mystère de toute cette affaire. Mais les empreintes sur la théière sont tout ce dont l'accusation a besoin. L'affaire va donc devant les tribunaux. Le procès pour agression sexuelle étant en instance, Elena Greenwood et son mari Roger déménagent de San Francisco à San Diego. Elle trouve du travail chez GenProbe, une firme de recherche biomédicale qui cherche comment diagnostiquer les maladies grâce à l'ADN. Ce serait plus précis et plus exact. Cela permettrait aussi de faire des analyses plus rapidement et de réduire les échéances de quelques semaines à quelques jours, voire de quelques jours à quelques minutes. Avant l'ouverture du procès au cours duquel doit comparaître son violeur présumé, Elena Greenwood et son mari avaient pris la précaution de déménager de San Francisco à San Diego. Se croyant à l'abri, la jeune femme avait repris une vie normale et était devenue vice-présidente d'un important centre de recherche biotechnologique. Un matin, alors que son mari est déjà au travail, Elena s'attarde chez elle pour téléphoner et préparer des dossiers en vue d'assister à une réunion importante. Elena était très ponctuelle. Elle arrivait toujours à 9h pile. Mais ce jour-là, elle n'est jamais venue. Son collègue Sam Morishima a le sentiment que quelque chose de grave lui est arrivé. Parce qu'elle aurait au moins téléphoné. Et je le répète, elle était très ponctuelle dans son travail à GenProbe. Elle arrivait à 9h, surtout si elle avait une réunion. Les collègues d'Elena appellent son mari à son travail. Il rentre immédiatement chez lui et trouve le portail fermé à clé. En par-dessus la clôture, il aperçoit le corps de sa femme. Roger était complètement choqué. Il a d'abord appelé GenProbe, il n'a pas appelé la police, il a appelé GenProbe. C'est pour dire dans quel état il était. Nous nous sommes précipités chez eux. Il y avait des barrières de police. Ils ne voulaient pas nous laisser passer, mais on savait. D'après les conversations, on savait qu'Elena avait été agressée. Juste derrière le portail, dans la cour. Il semble que les lieux du crime avaient été mis en scène. Il y a tous les signes d'un cambriolage, mais l'argent du portefeuille d'Elena est toujours là. Le contenu de son sac était éparpillé sur le sol. Tout a été conservé pour la recherche d'empreintes et d'autres preuves, mais malheureusement, il n'y en avait aucune. Il n'y avait aucune preuve matérielle. À l'évidence, il portait des gants. Je veux dire, c'est la conclusion la plus logique. Et il est clair qu'Elena a vaillamment combattu son agresseur. Elle s'est battue comme une tigresse. Nous le savons grâce aux 2 morceaux d'ongles retrouvés sur les lieux. Elle se les est cassés en griffant son agresseur. Lors de l'autopsie, le médecin légiste découvre des hémorragies pétéchiales dans les yeux d'Elena, un signe de strangulation. Mais rien n'indique qu'il y ait eu agression sexuelle. Sous les ongles d'Elena se trouvent de minuscules traces de ce qui semble être du sang. Malheureusement, les échantillons sont trop faibles pour être analysés. Quand un meurtre étrange se produit, vous savez, se faire étrangler en plein jour, on pense d'abord à des problèmes conjugaux, à des criminels, à une histoire de drogue. Elena a toujours été à 1000 lieues de tout ça, ce qui rendait le mystère encore plus épais. Le mari d'Elena, Roger, est la première personne que la police interroge. À ce moment-là, il était fou de rage contre la police, parce qu'il l'accusait. Il était considéré comme un suspect et il répétait sans cesse « Pourquoi ils me font ça à moi ?» À chaque fois qu'une femme est assassinée, le principal suspect est en général le mari, et les statistiques viennent le confirmer. La plupart des femmes sont tuées par quelqu'un qu'elles connaissent bien, souvent pour une histoire de sentiment, et le mari est souvent l'auteur du délit.
D'expérience, les policiers savent qu'avant d'envisager d'autres hypothèses, bien souvent les meurtriers sont à rechercher dans le proche entourage de la victime. Ainsi, au Canada, par exemple, 52% des victimes de sexe féminin et 8% des hommes sont tués par une personne avec laquelle elles avaient eu une relation intime à un moment donné, pendant le mariage ou au cours de fréquentation. C'est pourquoi les policiers commencent tout naturellement par vérifier l'emploi du temps et l'alibi de Roger Franklin. Roger dit avoir quitté le domicile à 8 h du matin. Il était au travail quand le meurtre de sa femme s'est produit vers 9 h. Le rapport indique qu'Elena était au téléphone jusqu'à 9 h, environ l'heure à laquelle un voisin a entendu un vacarme. L'un des voisins a dit qu'aux alentours de 9 h, pendant qu'il se rasait, il a cru soudain entendre quelqu'un crier, mais sans en être certain. Lorsque la police confirme qu'au même moment, Roger se trouvait bien à 40 minutes de là, il est éliminé de la liste des suspects. Le meurtre d'Elena signifie également qu'elle ne pourra jamais témoigner au procès pour agression sexuelle à San Francisco. J'ai reçu un appel de Roger Franklin, le mari du docteur Greenwood. Il m'a annoncé que sa femme venait d'être assassinée dans la région de San Diego, où il résidait depuis l'agression sexuelle. J'ai été écœuré quand il m'a dit que son sac avait été retrouvé près d'elle et que ses clés de voiture et ses cartes de crédit étaient toujours là. Ça ne semblait pas être un vol. David Paul Frediani, l'homme accusé de l'agression sexuelle sur Elena, était en liberté sous caution au moment du meurtre de celle-ci, mais il assure qu'il se trouvait à San Francisco, à 800 km de là. Naturellement, les enquêteurs se méfient. Il était la seule personne au monde à avoir un mobile pour ce meurtre. À peine 3 semaines avant son témoignage dans le procès pour agression sexuelle, Elena Greenwood est assassinée dans son jardin. David Paul Frediani se rend comme prévu au procès pour l'agression sexuelle d'Elena. Les procureurs ont ses empreintes retrouvées sur la théière d'Elena, mais aussi des preuves sérologiques. Nous avons prouvé que le sperme sur l'oreiller de la chambre d'Elena Greenwood était d'abord bien du sperme et appartenait à un individu de groupe sanguin O, se trouvant être un sécréteur de type phosphoglucomutase 1. Tout ceci correspondait au groupe ABO de Frediani. En 1985, l'analyse ADN en est encore à ses prémices. Finalement, lorsqu'il se trouve confronté aux empreintes et aux preuves sérologiques, Frediani ne conteste pas l'agression sexuelle et est condamné à 5 ans de prison. Mais il affirme ne pas être coupable du meurtre d'Elena. Il savait qui avait tué Elena Greenwood. Il savait que c'était David Paul Frediani, mais il n'avait pas de preuves. Finalement, le meurtre d'Elena Greenwood est relégué au département des affaires classées du comté de San Diego, puis oublié. Au cours des années suivantes, les parents d'Elena meurent. Son mari, Roger, développe un cancer et décède à son tour. Qui restait-il pour pleurer Elena? De moins en moins de personnes. Jen Probe poursuit les recherches qu'Elena menait avant sa mort pour trouver comment utiliser les récentes découvertes génétiques afin de faire des diagnostics médicaux plus rapides. David Frediani est relâché au bout de 3 ans d'emprisonnement au lieu de 5 et retourne à son emploi de comptable. C'est à l'évidence un sociopathe égotiste et égocentrique. Regardez, je m'en suis tiré sans problème. Il a simplement repris sa petite vie tranquille. L'affaire en reste là pendant les 10 années qui suivent. Jusqu'à ce que les enquêteurs du département des affaires classées de San Diego décident de jeter à nouveau un œil à l'affaire Elena Greenwood. Bien caché dans le dossier d'Elena
se trouve une information qui attire immédiatement l'attention des enquêteurs. 7 jours avant le meurtre d'Elena, David Paul Frediani a été impliqué dans un accident de la route mineure dans le sud de la Californie, non loin de chez Elena. L'accusé n'avait aucune raison de se trouver dans le sud de la Californie. Nous savions qu'il savait où habitait Elena, bien que nous ne sachions pas comment il avait eu cette information. Ça nous a paru quelque peu bizarre. Son procès va commencer. Il vit à San Francisco et il fait soudain un voyage dans le sud de la Californie. Alors qu'ils étudient les preuves, les inspecteurs remarquent de petites traces de sang sous les ongles d'Elena, bien trop petites à l'époque pour une analyse ADN. Mais en 1998, les recherches menées par GenProbe et des scientifiques comme Elena Greenwood ont donné lieu à de nouvelles avancées dans l'analyse génétique. L'une des plus importantes est la réaction en chaîne par polymérase ou PCR, qui permet aux scientifiques de copier de minuscules séquences d'ADN jusqu'à ce qu'elles soient assez grandes pour être analysées. La réaction en chaîne par polymérase permet de faire un nombre de copies géométriquement exponentiel. On commence avec une, et après la première PCR, on en obtient 2, puis 4, puis 8, et ainsi de suite. Le gros avantage pour les médecins légistes, c'est que la PCR est très sensible. Une très petite quantité d'ADN peut donner énormément d'informations. C'est une chance qu'ils n'aient pas essayé d'analyser le sang à l'époque. Parce que quand on analyse des substances biologiques, on les détruit. Et si à l'époque de l'autopsie d'Elena, ils avaient analysé ce sang, ils n'en auraient rien tiré et ils l'auraient détruit. Une chance, en effet, que les experts médico-légaux aient conservé les prélèvements recueillis sur la scène de crime sans les détériorer en essayant d'en tirer des indices, puisqu'au milieu des années 80, la science ne le permettait pas encore. Les techniques de prélèvement et d'analyse ADN n'ont pas cessé de s'améliorer. En 1993, il fut ainsi possible de vérifier, grâce à l'ADN mitochondrial, que le prince Philippe, époux de la reine d'Angleterre, était un descendant direct de la belle-sœur du tsar Nicolas II, exécuté par les bolcheviks en 1917. En ce qui concerne notre affaire, les experts prélèvent les substances biologiques trouvées 10 ans plus tôt sous les ongles d'Elena. Ils copient et amplifient ensuite la signature ADN afin de la rendre utilisable. Et ce qu'ils découvrent relance complètement l'enquête. Sur certaines rognures d'ongles, le seul ADN qu'ils aient trouvé appartenait au docteur Greenwood. Mais sur l'un des ongles, ils ont trouvé de l'ADN essentiellement pur, n'appartenant pas au docteur Greenwood. Et c'est ce qui a éveillé leur intérêt, car il était bien sûr possible que ce soit l'ADN du meurtrier. Les enquêteurs trouvent d'autres preuves sur les vêtements d'Elena. Ces collants en nylon ont été déchirés. Et les enquêteurs décident donc d'y rechercher des traces de sang microscopiques. Avec succès. L'ADN sur les ongles et les collants d'Elena est comparé à un échantillon de sang appartenant à David Frediani. Voici les résultats. Les chances pour que l'ADN sur les ongles et les collants d'Elena appartiennent à une autre personne que David Frediani sont de 1 sur 23 milliards. Il peut à peine y croire lorsque la police l'arrête. Monsieur Frediani est sorti de chez lui et s'est dirigé vers sa voiture. C'est là que nous sommes intervenus et que nous l'avons arrêté. Il a changé de couleur, il est devenu livide. Je crois qu'il a réalisé qu'il n'aurait plus jamais à regarder sans cesse derrière lui. C'était fini. C'était une grande satisfaction pour nous. David Paul Frediani est inculpé de meurtre au premier degré. L'une des grandes tragédies de cette affaire, c'est que Roger, qui savait que Frediani était le coupable, n'a pas pu vivre assez longtemps pour voir les autorités de San Diego finalement identifier M. Frediani comme étant le meurtrier. Les procureurs pensent que Frediani a assassiné Elena car il pensait à tort
que sa mort mettrait fin au procès pour agression sexuelle. Il n'était pas assez malin pour comprendre que malgré la mort de Madame Greenwood, son témoignage à l'audience préliminaire allait tout de même être utilisé. Il ne le savait pas, c'était la faille de son plan. Frediani a fait les 800 km qui séparent sa maison à San Francisco de celle d'Elena à San Diego pour filer le couple et connaître leur emploi du temps. Sa première erreur a été d'avoir un accident de la route quelques jours avant le meurtre, prouvant ainsi qu'il était à San Diego avant le crime. Il a appris que Roger partait au travail chaque matin vers 8 h, environ 1 heure avant Elena. Les procureurs pensent que Frediani a attendu Elena devant son portail. Il portait des gants pour éviter de laisser des empreintes, comme ce fut le cas quand il a agressé Elena 1 an plus tôt. Quand il a entendu Elena fermer la porte d'entrée, il est passé à l'action. Il pensait probablement que ses gants le protégeraient et n'a pas réalisé qu'il avait laissé derrière lui des preuves médico-légales cruciales. Ironie du sort, c'est Elena qui s'en est emparée. J'imagine ce qui a pu se passer par la tête d'Elena quand elle a compris que cet homme lui voulait du mal. Peut-être que c'est pousser la réflexion un peu trop loin, mais nous savons avec certitude qu'elle l'a vraiment griffé comme une folle. Je me demande si elle s'est dit « Je vais laisser des preuves pour indiquer qui est le meurtrier. Je vais sûrement mourir, mais je vais laisser quelque chose pour que vous sachiez qui m'a tué. » Je crois que c'est ce qui s'est passé. Au procès, lors de son contre-interrogatoire, Frediani reconnaît être coupable de l'agression sexuelle, mais pas du meurtre. En dépit de cela, il est condamné à la prison à vie. Nous attendons des victimes qu'elles témoignent, et c'est ce qu'a fait Elena Greenwood. Elle a témoigné contre l'accusé lors de l'examen préliminaire, puis il l'a traqué et l'a assassiné. Aucune condamnation ne pourra venger ce qui lui est arrivé. L'ironie, c'est que ce sont les recherches qu'elle avait menées qui ont aidé à arrêter le tueur. Faute de moyens d'investigation scientifique probants au moment du meurtre, l'affaire Elena Greenwood avait dû être classée. Plus de 10 ans plus tard, le shérif adjoint Laura Heilig, du département des homicides de San Diego, décide de rouvrir le dossier. Heilig, 49 ans, compte plus de 100 enquêtes criminelles à son actif. Par ailleurs, dotée d'une persévérance peu commune, elle tente de résoudre les 300 meurtres non résolus depuis 1934. Laura Heilig analyse les indices recueillis après le meurtre d'Elena et conservés dans les archives de la police. Alors il y a ses vêtements, un bâton de rouge à lèvres et 2 enveloppes scellées. L'une d'elles contient une boîte en plastique dans laquelle se trouvent des morceaux d'ongles de la victime. Heilig envoie les résidus à l'Institut de recherche sérologique de Richmond, en Californie, pour analyse. Elle craint que l'ADN se soit dégradé au point d'être inutilisable. Mais la chance lui sourit. Et nous connaissons la suite. Après l'annonce du verdict et la condamnation de Frediani, Laura Heilig téléphone au père d'Elena qui vit à Londres. Âgé et malade, ce dernier n'a pas la force de répondre. C'est le voisin qui le soigne qui prend le message. Dites au père d'Elena que l'assassin a été arrêté grâce aux travaux de sa fille sur l'ADN, lui dit le shérif adjoint. Il restera derrière les barreaux jusqu'à la fin de ses jours. 11 heures plus tard, Sidney Greenwood, le père d'Elena, rendait son dernier souffle, l'âme en paix. Et c'est ainsi que se termine cette émission. Merci de nous rester fidèles. Rendez-vous bientôt sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.